« Je suis l'avocate de ma mère », a déclaré la jeune fille au juge. C'était une phrase simple qui sonnait comme un coup de tonnerre dans la salle d'audience. Le silence tomba d'un coup, lourd, humide comme après une pluie, tandis que les lumières froides du plafond dessinaient des rectangles blancs sur les visages tendus. Nous étions au palais de justice du tribunal de la famille, un matin de printemps où l'air sentait encore le café renversé et le papier. Léa, 9 ans, les cheveux rassemblés en une queue de cheval trempée d'un ruban violet, tenait une pochette cartonnée trop grande pour ses mains. Elle avait posé la pochette devant elle et regardait le juge droit dans les yeux avec une détermination que l'on n'attendrait pas d'une petite fille. Le président, le juge Marcel Dupont, retira ses lunettes, passa un doigt sur la monture et dit d'une voix qui cherchait son calme « Mademoiselle, ici ce sont les adultes qui parlent et qui plaident ». Un coup d'œil vers la barre, un froissement de veston du côté de Meumorel, avocat du père, et l'objection monta, rapide, comme un claquement. « Mon père veut ma tutelle, » dit Véa ensuite d'une voix claire, « mais ce qu'il veut, c'est me séparer de ma mère parce qu'il a peur que le secret sorte. » Elle ouvrit la pochette et sortit un petit téléphone usé, l'écran éclairant son visage d'un bleu pauvre, puis une clé USB, un carnet effiloché. L'odeur de la colle et du cuir détendu de la pochette se répandit, presque imperceptible, mais suffisante pour rendre la scène plus intime. La salle vibra de murmures. On entendait le crissement des sièges en cuir, le froissement d'un papier, le tic discret d'une horloge murale. Une question flottait sans être dite, et elle restera au centre de tout au long de l'audience. Comment une enfant avait-elle appris à rassembler des preuves et à parler de loi comme si elle lisait un texte appris la veille? Et pourquoi cela allait changer le cours d'une décision de garde? Dès les premières secondes après l'ouverture, les réactions furent nettoyées par la procédure et par le scepticisme professionnel. Meumorel se leva, la voix mesurée, l'odeur de sa sueur à peine perceptible sur le parfum discret. « Votre honneur, nous n'acceptons pas qu'un mineur soit présenté comme représentant juridique, c'est une manœuvre dilatoire. » Sa main effleura la table, le bois chauffé par tant de poignées. Sa collègue, Meulaurent, avocate de la mère, prit des notes, stylo cliquetant, et répondit d'un ton qui contenait à la fois colère et protection. « Votre honneur, nous demandons une prise en compte des éléments présentés. L'enfant n'est pas ici pour plaider une procédure technique, mais pour exposer des faits qu'elle a vus et enregistrés. » Les palabres entre avocats s'enchaînèrent, au moins 8 échanges serrés, où chaque phrase frottait l'autre, comme une pierre contre une pierre, produisant étincelles et rebuts. Le juge posa des questions précises, piquant, appelant au droit, essayant de recadrer l'émotion dans le cadre d'articles. Et d'articles de procédure. Il remit en mémoire l'article relatif à la protection de l'enfance, parla de garde provisoire et de pouvoir parental, et demanda une brève suspension pour consulter le greffe. On sentait l'atmosphère lourde de solennité, le parquet chauffé sous les semelles, l'air poussiéreux des ampoules, le goût métallique dans la bouche de certains des présents, comme si la vérité avait un arrière-goût. Les objections fusèrent, puis retombèrent, et la salle se transforma en arène où la voix la plus jeune restait, paradoxalement, la plus tranchante. La première preuve qu'elle présenta fut une lecture d'une note vocale reproduite depuis son téléphone. La voix sur l'enregistrement était tremblante, mais reconnaissable, celle d'une femme que l'on entendait sangloter et dire des choses à voix basse, des aveux que personne n'aurait cru pouvoir entendre autrement. Les objections fusèrent, puis retombèrent, et la salle se transforma en arène où la voix la plus jeune restait, paradoxalement, la plus tranchante. La première preuve qu'elle présenta fut une lecture d'une note vocale reproduite depuis son téléphone. La voix sur l'enregistrement était tremblante, mais reconnaissable, celle d'une femme que l'on entendait sangloter et dire des choses à voix basse, des aveux que personne n'aurait cru pouvoir entendre autrement. La bande montrait non seulement des paroles, mais des bruits, un claquement, un verre qui se brise, des pas rapides sur un sol sale, la respiration d'une personne étranglée par l'angoisse. La transcription fut lue à voix haute par l'huissier. Les mots s'accrochèrent au mur sourd de la salle, les visages blêmirent, et le murmure dans la salle monta en intensité, presque un grondement. On lit aussi des messages écrits, des photos floues d'ecchymoses partiellement cachés sous un vêtement, des copies numérisées d'un carnet d'école où des retards et des absences commençaient à dessiner un motif. La lumière tamisée de la salle fit ressortir les détails, l'odeur d'encre des documents frais ajoutant un relevé sensoriel qui rendait la scène plus brute, plus vraie. Les témoins murmurèrent, on distingua la voix de la maîtresse d'école, Madame Rousseau, qui dit « Elle était souvent fatiguée, elle mangeait moins ».
La proximité de cette voix produisit une texture émotionnelle, le tissu froissé de sa veste, le parfum de lessive, le croquant d'un biscuit dans une salle de récréation. À ce stade, le CTA de l'audience frappa comme une vague silencieuse. Le public se sentait pris entre l'indignation et l'admiration. Et la question qui était plantée au début, comment cet enfant a-t-elle appris tout cela, commença à trouver des réponses fragmentaires, liées à des nuits passées à écouter, à observer et à consigner. La technique et la contestation technique prirent le relais lorsque l'expert nommé par la Cour fut appelé. L'expertise numérique devait établir l'authenticité des enregistrements et la chaîne de custodie des fichiers. L'expert s'appelait Dr Antoine Leroy, perruque de cheveux bruns en bataille, regard vif, mains tachées d'encre électronique, et il fit une démonstration étape par la barre. Nous avons extrait les métadonnées, expliqua-t-il en langage simple. Les horadatages, les données de localisation ne présentent pas d'altération manifeste. Nous avons vérifié l'empreinte numérique. Il posa un doigt sur l'écran, fit un zoom sur des chiffres et des dates. La salle sentit une autre couche de réalité se poser. La précision technique froide, presque chirurgicale, qui venait valider la chaleur des larmes. On entendait la ventilation, un faible bourdonnement, le cliquetis des clés sur un autre trousseau, le goût salé des larmes sur la lèvre d'un proche. Memorel chercha à écorner la validité, eut une série de contre-interrogatoires de 8 reprises, insistant sur la possibilité de montage, sur la contamination des preuves, sur la règle de l'examen contradictoire. Les échanges furent vifs, précis, comportant au moins 10 répliques entre l'avocat et l'expert, chacune ponctuée d'un geste, d'une respiration, d'un silence calculé. Le juge reprit la parole pour expliquer en termes accessibles aux non-juristes ce que signifiait une expertise informatique, ce que recouvrait la notion de métadonnées, de hash et de certification, et comment la chronologie matérielle établissait une cohérence difficile à contester sans preuve contraire. La voix du juge devint alors pédagogique, expliquant la chaîne de conservation des fichiers, la nécessité d'un procès équitable et le critère de l'intérêt supérieur de l'enfant, des termes juridiques jetés avec sobriété dans une ambiance lourde d'émotion. Les témoignages de soutien apportèrent la matière humaine nécessaire pour donner chair à la preuve technique. Nous présentâmes au moins 6 témoins nommés. Madame Rousseau, la maîtresse de Léa, qui rapporta des signes de fatigue et des retards. Monsieur Karim, le voisin, qui avait entendu des disputes et avait noté des pleurs tardifs. Docteur Sophie Bernard, pédiatre, qui avait examiné la mère et la fillette et documenté des signes de négligence. Claire, la tante maternelle, qui avait pris des photos de formation de bleu. Paul, l'ancien collègue de la mère, qui confirma un licenciement abusif lié à des pressions familiales. Et Léon, assistante sociale, qui avait rédigé un rapport circonstancié. Chaque personnage parla, salé d'émotions et d'objets concrets. Madame Rousseau toucha le bord de la table, la maille de son pull frottant ses doigts, et déclara « Je voyais son cartable vide, parfois des miettes collées sur sa manche. » Monsieur Karim raconta les pas lourds sur le palier, la main contre la porte pour écouter, l'odeur de friture qui flottait parfois dans les couloirs de l'immeuble. Docteur Bernard parla en termes médicaux, mais expliqua en mots simples l'impact des carences alimentaires et du stress chronique sur une enfant. Claire montra des clichés, le papier glacé craquant sous ses doigts, tandis que Paul bégaya en évoquant la pression économique qui pesait sur la famille. Chacun apportait une petite pièce du puzzle. Les échanges en audience y furent denses, soutenus, avec au moins 8 répliques par témoin et par contre-interrogatoire, des questions qui cherchaient à établir un fil commun. Les descriptions sensorielles furent nombreuses, la texture du cartable, le goût amer d'un médicament contenu dans un pot ébréché, le son d'une porte qui claque la nuit, la chaleur d'une main tombée sur une joue, l'odeur persistante d'un alcool domestique. Au milieu du procès, Léa prit la parole pour un long monologue qui fit basculer l'audience vers un autre registre. Elle raconta, non pas en termes juridiques mais en images, ce qu'elle avait vu depuis l'âge de 5 ans. Soirée où la mère rentrait en titubant, promesses non tenues, factures laissées sur la table, la façon dont sa mère cachait ses larmes dans l'oreiller. Elle raconta aussi les moments tendres, les crêpes de dimanche, le parfum de la lessive qui rappelait un foyer heureux malgré tout. Son discours, clair et modéré, dura. Les mots se succédèrent, denses en émotion, environ 2200 caractères de confession et d'affirmation qui firent écho à des scènes que la salle visualisait presque comme un film. « Je l'aime », dit-elle, et la phrase tomba comme une pierre polie sur l'eau, provoquant des anneaux. Puis, elle fit une renonciation symbolique. Elle ne réclamerait pas une somme d'argent, elle n'irait pas chercher une quelconque héritage matériel qui justifierait le combat. Ce geste, énoncé avec une simplicité presque choquante, devint un pivot. Les murmures se transformèrent en un silence respectueux. L'atmosphère prit un relief tactile.
La moquette écrasée sous les semelles, l'air qui paraissait plus épais, le parfum de cirage dans la salle. Son discours fit office de troisième moment de tension majeure, long et pesant. Presque 550 caractères de silence après chaque phrase afin d'accentuer la portée de ses mots. On sentait son cœur battre, on entendait presque le battement, et cela donna une humanité incontestable à la cause. La délibération du juge fut ensuite une lente mécanique, lourde et solennelle. Le président se retira pour écrire ses notes. Le cliquetis d'une plume sur du papier se fit entendre. Des pas résonnèrent dans le couloir, la poignée d'une porte tourna, et quelques chuchotements s'échangèrent entre les bancs. La salle attendit, tendue, la respiration collective suspendue. Le juge revint, remit ses lunettes, huma l'air comme pour capter l'odeur même du moment, puis prononça la décision. Il parla d'abord des éléments de droit, l'intérêt supérieur de l'enfant, l'évaluation de la capacité parentale, la nécessité d'une mesure provisoire. Il dit qu'il retenait une délégation de l'exercice du pouvoir parental ponctuel, que la mère bénéficierait d'un accompagnement renforcé, d'un curateur ad hoc pendant une période déterminée, et qu'une garde partagée n'était pas exclue, mais que l'urgence commandait une mesure qui préserverait la sécurité immédiate de l'enfant. La phrase qui suivit, lente, contenue, fut que la garde provisoire revenait à la mère sous conditions strictes, surveillance renforcée et accompagnement social obligatoire. La décision échappa à la logique manichéenne, chercha l'équilibre entre protection et respect du lien familial. Quelques visages s'effondrèrent en larmes retenues, d'autres respirèrent comme si un poids avait été ôté. Le poids du verdict s'étira, lourd, mais porteur d'une lueur de solution. Le juge conclut par un appel à la responsabilité collective, demandant à chacun dans la salle de se souvenir que les institutions existent pour entourer et non pour séparer sans raison. L'effet public fut instantané et massif. Les journalistes, qui attendaient à l'extérieur, parlèrent d'une audience qui a bouleversé leur schéma. Les caméras, les micros, le froissement des feuilles de notes, le cliquetis des enregistreurs, tout se mêla dans une cacophonie ordonnée. Les réseaux sociaux vibrèrent, extraits, citations, la phrase « Je suis l'avocate de ma mère » devint un refrain partagé et commenté. Dans les heures qui suivirent, on enregistra des appels d'associations, des offres d'aide, des invitations pour témoigner à la télévision, des contacts d'avocats pro bono. Les soutiens affluèrent en messages, en fleurs déposées devant le tribunal, en aides offertes pour le suivi thérapeutique. Les sensations furent multiples. La chaleur du soleil sur l'escalier du tribunal, le goût sucré d'un thé partagé par deux voisines, l'odeur saline d'une larme essuyée sur une joue. Les réactions médiatiques furent à la fois d'admiration pour la lucidité de Léa et de débat sur l'usage des enfants dans les procédures judiciaires. Certains accusèrent une mise en scène, d'autres parlèrent de courage et de lucidité. Il y eut au moins 6 prises de parole médiatiques reprenant les noms des témoins, citant les points techniques de l'expertise et rappelant la décision du juge en des termes précis et vérifiables. Après l'audience, les conséquences se mirent en place en plusieurs étapes qui dessinèrent un épilogue concret et mesurable. 1 mois plus tard, la mère avait commencé un suivi en centre de soins, accompagnée par Léa et par une équipe pluridisciplinaire composée de Dr Sophie Bernard, assistante sociale Léon, et d'une éducatrice référente, Julie. Les premiers 30 jours furent consacrés à stabiliser la situation matérielle et psychologique. L'équipe mise en place a visité le domicile, vérifié les conditions de vie, assuré un soutien financier d'urgence et initié un processus de médiation familiale. On nota des signes tangibles, une valise de jouets rangée, des repas réguliers, un calendrier d'activités accroché au mur. Les détails sensoriels étaient simples, mais significatifs. Le son d'une casserole sur la cuisinière, le tissu propre d'une serviette, l'odeur d'un savon neuf. Les échanges quotidiens entre la mère et l'équipe firent l'objet de rapports, relats d'avancées et de rechutes qui furent consignés afin de garantir un suivi transparent. La communauté se mobilisa, avec des voisins comme M. Karim, qui proposait de garder Léa de temps en temps pour permettre à sa mère de participer aux ateliers. À 3 mois, la médiatisation s'était transformée en plateforme pour le changement. Une association locale lança une campagne de sensibilisation sur la prévention de la négligence infantile et le droit des enfants à être entendus. Des ateliers dans les écoles proposèrent des sessions sur l'écoute et le repérage des signes de maltraitance. La tante Claire et la maîtresse, Madame Rousseau, prirent la parole dans des réunions de parents, partageant leurs observations et appelant à la solidarité. Le projet déboucha sur la création d'un groupe de parole pour enfants, animé par des psychologues, et sur la mise en place d'une cellule d'aide juridique gratuite pour les familles en difficulté.
Les retombées pratiques incluaient la signature d'une convention entre le centre social et l'école pour un protocole d'alerte. Il y eut des chiffres concrets, 3 familles aidées, 10 enfants orientés vers un suivi psychologique, une centaine de personnes sensibilisées. Les odeurs, les textures et les sons de ces mois étaient ceux d'une Peinture fraîche dans une chambre repeinte, le sifflement d'une bouilloire durant une permanence avec des bénévoles, le bruissement d'un dossier social ouvert sur une table. 6 mois après l'audience, la transformation prit un relief plus institutionnel. La médiatisation et la mobilisation entraînèrent la rédaction d'une proposition locale de modification d'un protocole d'intervention en cas de signalement d'un mineur. Un collectif animé par Laurent et plusieurs associations proposa d'intégrer la possibilité d'une prise en compte accrue des témoignages d'enfants dans certaines circonstances, avec garde-fous et accompagnement psychologique obligatoire afin d'éviter l'instrumentalisation. La mère, toujours suivie, avait retrouvé une stabilité de logement et un emploi à temps partiel grâce à une bourse de réinsertion. Léa continuait l'école, suivie par un psychologue scolaire et entourée d'un réseau de prévention. Un petit fonds fut créé en mémoire des jours difficiles, destiné à financer l'accompagnement d'enfants en situation de vulnérabilité. Les conséquences étaient visibles, un foyer chauffé, une table où l'on pouvait poser des assiettes chaudes, un rire qui revenait en claquant comme un petit écho. Les actes concrets comprirent la signature d'une charte locale, la création d'une plateforme de signalement plus accessible et des formations pour les enseignants afin de repérer plus tôt les signes de détresse. La société paraissait, ne serait-ce qu'un peu, plus réceptive. Pendant tout ce temps, le dossier juridique n'en resta pas moins vivant et complexe. Les procédures de vérification des preuves numériques reçues furent consignées dans des rapports techniques, expliquant étape par étape comment les fichiers avaient été extraits, copiés et archivés, et comment les experts avaient utilisé des algorithmes de hachage pour s'assurer de l'absence d'altération. Ces descriptions procédurales, claires et accessibles, expliquaient en 300 caractères environ la méthode de conservation des preuves, l'importance des métadonnées horodatées et la nécessité d'une expertise contradictoire pour garantir l'équité. Les termes juridiques comme garde, tutelle, pouvoir parental, pétition, audience, expertise et curateur furent énoncés avec des explications simples pour que le public comprenne les enjeux. On clarifia également le rôle de la mesure provisoire qui vise à protéger l'enfant en attendant une décision définitive et comment les institutions de protection interviennent pour garantir la santé et la sécurité du mineur. 3 moments de tension avaient rythmé le récit judiciaire. Le premier fut la prise de parole initiale de Léa, stupéfiante par sa clarté, suivie du fracas des objections et du scepticisme des adultes, un moment de 550 caractères au cours duquel le tribunal sentit vaciller sa routine. Le deuxième fut l'expertise technique, glaciale et précise, lorsqu'un expert expliqua la chaîne de conservation des fichiers et dut répondre à 10 répliques du conseil adversaire, un moment de confrontation intellectuelle où le froid de la méthode enveloppa l'émotion. Le troisième moment fut le monologue de Léa, long et intime, une succession de souvenirs et d'émotions qui provoqua un silence lourd et respectueux, un moment de tension morale où l'on sentit la différence entre la loi et la vie commune, où la renonciation symbolique de l'enfant fit éclore une compassion concrète dans la salle. Chacun de ces moments, d'environ 500 à 600 caractères, fut exhumé, ralenti et détaillé pour que le public ressente la densité du conflit avant d'en percevoir la résolution. Le récit comporta plusieurs personnages secondaires clairement nommés et intégrés à l'intrigue. Morel, avocat du père, qui campe l'opposition. Laurent, avocate de la mère, qui conduit la défense. Le juge Marcel Dupont, qui doit arbitrer entre protection et lien familial. Madame Rousseau, la maîtresse attentive. Monsieur Karim, le voisin vigilant. Docteur Sophie Bernard, la pédiatre. Claire, la tante protectrice. Léon, l'assistante sociale. Chacun eut une action spécifique. Morel contesta la recevabilité des preuves. Laurent organisa la production documentaire et plaida pour une mesure de protection adaptée. Le juge rendit une décision nuancée. Madame Rousseau fournit des bulletins scolaires détaillés. Monsieur Karim témoigna des bruits nocturnes. Docteur Bernard rédigea un certificat médical. Claire apporta des photographies et Léon rédigea un rapport social. Ces personnages furent utilisés non comme figurants, mais comme engrenages nécessaires à la compréhension et à l'évolution du dossier. La conclusion de l'histoire rappela que la justice n'est pas un instrument froid, mais un processus vivant, parfois maladroit, parfois généreux, qui cherche à concilier sécurité et fraternité.
La mère, soutenue, put reprendre des projets. La fille retrouva un quotidien plus stable et la communauté se mobilisa pour transformer une situation individuelle en une amélioration collective des procédures. Si cette histoire a touché, si elle a fait réagir, c'est parce qu'elle montre que des voies inattendues peuvent forcer une réflexion et une action. Si cette histoire vous a ému, dites-nous ce que vous feriez si vous étiez à la place du protagoniste de cette histoire. Commencez votre commentaire par « Si c'était moi » et partagez une expérience ou un conseil qui pourrait aider. Inscrivez-vous pour suivre des récits qui donnent la parole aux invisibles et expliquent comment la justice fonctionne au quotidien. Et rejoignez une communauté qui échange informations et soutien. Au final, elle avait dit qu'elle était l'avocate de sa mère, et, ce jour-là, elle l'avait été d'une façon que le droit et le cœur n'avaient pas su distinguer. La dernière image resta celle d'une main d'enfant posée sur une main adulte, fragile et forte à la fois. Et la phrase qui conclut l'histoire resta simple. La vérité commence souvent quand quelqu'un assez jeune ose parler.